Bonsoir à tous. Je pense que nous allons commencer. Donc, sans plus tarder, je vais vous introduire la soirée de ce soir. Nous sommes ici ce soir pour célébrer les femmes togolaises. Notre gouvernement en compte quatre d'ailleurs, excusez-moi. Elles sont très actives. Et dans la DMK, nous en avons aussi des courageuses qui ont mené ce combat depuis si longtemps et intensément ces derniers temps. Je voudrais que nous saluions toutes ces femmes, y compris Mme Adjamagbo, qui est la coordinatrice générale de la DMK à Lomé, et Emmanuela Essivi Pechou est notre coordinatrice générale adjointe de la CIDMK, mais en même temps, elle est aussi ministre de la Santé. Et nous avons aussi parmi nous Christine, qui a fait la prière tout à l'heure, ministre de premier, deuxième, troisième degré de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle est très, très active, une femme qui se donne un corps et âme pour le changement au Togo. Nous avons également Madame Dossou Sylvie, qui est ministre de l'Environnement, des dynamiques spatiales et du changement climatique. Elle est aussi notre deuxième porte-parole. C'est une femme très active, une femme qui se donne également beaucoup pour le Togo. Et puis, nous avons notre ministre de la Jeunesse et Sport, Madame Mabel Magori. En fait, son nom de famille est un peu irlandaise. Donc, nous voulons célébrer nos femmes, nos mères, ce soir, et nous allons leur donner la parole. Et elles vont nous parler. Alors, sans plus tarder, mais j'aimerais passer la parole au président de la République. J'espère qu'il est là. C'est un honneur pour moi de vous introduire ce soir le champion, celui qui s'est sacrifié pour la jeunesse togolaise, le docteur Agbeoumi Kodjo, président de la République du Togo. Son Excellence, je vous donne la parole. En fait, je voulais vous souhaiter aussi, en tout cas, une très bonne réunion. Je pense que la thématique colle à l'actualité. Le problème des femmes, je crois que c'est un problème transversal. Et je commencerai peut-être mon intervention de ce soir par une citation de William Golding, né en 1911 et décédé en 1993. Il dit ceci, je le cite, « Les femmes sont folles. » Je pense que les femmes sont folles si elles prétendaient être les mêmes que les hommes. Elles sont tout à fait supérieures à eux et l'ont toujours été. Tout ce que tu donnes à une femme, elle le fera mieux que les hommes. Si vous lui donnez du sperme, elle vous donnera un fils ou une fille. Si tu lui donnes une maison, elle te fera un chez-soi. Si tu lui donnes des aliments, elle te fera manger. Si tu lui souris, elle te donnera son cœur. Elle magnifie et multiplie tout ce que vous lui donnez. Je pense sincèrement, et je n'ai jamais vu dans ma vie un homme sans femme réussir brillamment dans la vie. Les femmes sont le sel de nos vies. Et j'ai eu le sentiment qu'il y a une mauvaise interprétation de l'hébreu en français parce que Dieu a créé tout
en paire un mâle et un féminin. Cette histoire d'interprétation que dans le jardin d'Éden, l'homme donc s'ennuyait et que Dieu a enlevé une côte de Adam pour construire. Je crois quand même que toute l'erreur de l'humanité est venue de là. Parce que dans mon entendement et en analyse, donc la vie, à travers mes lectures, c'est que Dieu a créé simultanément et l'homme et la femme. Le caractère misogyne des hommes ou le caractère de supériorité des hommes est venu du fait que c'est de la côte d'un homme qu'on a engendré, donc la femme. Et donc, pour moi, la femme est née à côté de l'homme. Parce que Dieu, qui nous aime beaucoup, il sait que nous nous ennuierons sans la femme. Je souhaite que nous intégrions cela, nous qui avons battu campagne au Togo autour de la femme étant le pilier donc, de la famille, que nous puissions prendre en compte cette considération dans la gestion du pays qui va s'ouvrir à nous dans les semaines et mois à venir. Sans la femme, nous ne pouvons rien faire de bien dans la vie. Quand tu t'habilles et que tu sors et que ta femme te dit « Oh chérie, tu es très bien habillée ce matin », oui, ça nous donne encore une force et une fierté. Et donc, pour moi, le 8 mars, ce n'est pas du moins la fête des femmes. Le 8 mars doit aller au-delà de la revendication des droits de la femme parce qu'il y a une erreur historique qui a été faite. Et je considère aujourd'hui, si l'humanité se cherche, c'est parce que nous avons inversé les rôles. Parce que le retard donc, au niveau de l'éducation de la jeune fille chez nous, c'est parce qu'on considère que oui, c'est l'homme qui est le plus fort, le sexe mâle, et que du moins, c'est lui qui doit être devant. Vous donnez la même éducation de à votre garçon, la même à la fille, vous verrez du moins que du moins ça, à la fin, du moins la fille réussira mieux, du moins que le garçon. Voilà ce que je voulais dire en disant que nous sommes habités par cette philosophie et nous essaierons de toute façon dans les actes politiques que nous poserons, en tout cas dans le redressement du pays, en tenu compte pour que demain, notre pays soit un exemple dans la promotion et dans le leadership féminin. Voilà le message que je voudrais envoyer à nos mères. Parce qu'il ne faut pas oublier, donc, la femme est la mère de l'humanité. Elle est la mère de l'humanité. Pourquoi? Ça dit que comment de toute façon le sperme se transforme et puis donc, le bébé sort, on s'en occupe, jusqu'à ce qu'il devienne quelque chose. Oui, la femme de toute façon, elle est merveilleuse. Ce qu'elle a réalisé, ce qu'elle réalise, les hommes n'ont pas encore réalisé. Et ceux qui considèrent que la femme, de toute façon, est le socle sur lequel il doit s'appuyer pour se projeter, ceux-là réussissent mieux que ceux qui méprisent leur femme. Voilà ce que je voulais apporter comme contribution à ce débat extrêmement important pour l'avenir de nos familles, l'avenir de nos sociétés et pourquoi pas l'avenir de l'humanité. Merci. Merci, Excellence. Merci pour votre conseil et vos paroles. Oui, je vois Emmanuel heureuse là. Okay. Alors, sans plus tarder, j'aimerais aussi parler, donc, introduire Emmanuela, justement, Emmanuela Sylvie Péchou, qui va nous parler de la contribution des femmes à la Renaissance africaine. Merci. Et sincèrement, merci du fond de mon cœur pour les mots, la contribution de notre président de la République. Vraiment, si tous les hommes pouvaient comprendre que la femme
est l'épicentre de cette société. Là, nous sommes en épanouissement total. Donc, vraiment, merci pour ces mots. Alors, Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement légitime du Togo, mes chers compatriotes, chers amis du Togo et chers panafricanistes. C'est un réel plaisir pour moi de m'adresser à vous au nom du ministre de la Famille, de la Santé et des Solidarités du Togo dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme. Cette année 2021, le thème retenu par les Nations Unies est le leadership féminin. Pour un futur égalitaire dans le monde, dans le monde du COVID-19, une manière de rendre hommage au formidable travail abattu par toutes les femmes et de rendre hommage à notre terre pour l'humanité que triomphe de la pandémie du Covid. La contribution de la femme à l'épanouissement de la vie sur Terre ne date pas d'aujourd'hui. Le 8 mars est issu de l'histoire des luttes féminines menées au début sur les continents américains et européens. Et c'est la première fois, c'est Lénine qui avait décrété pour la première fois le 8 mars comme journée mondiale de la femme. En 1928 jusqu'en 1965. Donc, c'est en 1977, pardon, que les Nations Unies officialisent la journée et invitent toutes les nations de la planète à célébrer cette journée en honneur des droits de la femme. Alors, pourquoi cette journée? Les femmes avaient remarqué qu'elles n'avaient pratiquement pas de droits, elles étaient marginalisées, elles n'étaient pas associées à la gestion de la cité, elles étaient écartées et absentes aux grands rendez-vous durant lesquels les grandes décisions étaient prises et au même moment, elles devaient appliquer ces décisions et en subir les conséquences. Alors, les motifs de 8 mars était d'abord la revendication du droit de vote des femmes, plus d'égalité en droit par rapport aux hommes, le droit des femmes au travail, la fin des discriminations au travail, l'amélioration de la condition féminine et les meilleures conditions de travail. Par la suite, le 8 mars est devenu une occasion où les femmes ont toujours fêté leur victoire et les avancées. C'est dans cette dynamique que le droit de la femme africaine a été aussi adopté dans le cadre du protocole de Maputo en Mozambique le 11 juillet 2003. Le protocole vise ceci. Il y avait 24 articles qui étaient adoptés. Et voilà, je vais vous faire lecture rapidement de ces 24 articles. Premièrement, l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes africaines, droit de la dignité, droit à la vie, à l'intégrité et à la sécurité. L'élimination des pratiques néfastes telles que les mariages forcés, violences faites aux femmes, l'incision aussi. Le mariage, le droit au mariage, la femme a droit au consentement de se marier, la séparation de corps, du divorce et annulation du mariage. La femme a droit à l'accès à la justice, à l'égale protection devant la loi. La femme a aussi droit à la participation au processus politique et la prise de décision. Elle a droit à la paix. La protection des femmes dans les conflits armés était aussi un des importants articles. Droit à l'éducation et à la formation, droit à l'économie et protection sociale. La femme a droit à la santé, au contrôle des fonctions de reproduction. La femme a droit à la sécurité alimentaire, elle a droit à un habitat adéquat,
Elle a droit à un environnement culturel positif. Elle a droit à un environnement sain et fiable. La femme aussi a droit à un développement durable et aussi elle a droit, les droits, disons, de la veuve. Elle a droit de succession et il y a 3 protections. La première, protection spéciale des femmes âgées. Deuxième, protection spéciale des femmes handicapées. Et la troisième, protection spéciale des femmes en situation de détresse. Là, nous savons que nous avons nos droits et maintenant, qu'en est-il dans l'application, dans la mise en œuvre de ces droits? Malgré les droits, les lois et les règlements relatifs aux droits de la femme, nous observons malheureusement que partout dans le monde entier et plus particulièrement en Afrique, les femmes subissent toujours des discriminations, de violences. Dans de nombreux États comme le Togo, les discriminations sont inscrites tant dans le droit pénal que dans le droit civique relatif au mariage, à la propriété, à l'héritage, mais souvent dans l'application, c'est une illusion. Dans les instances publiques de décision, il est à noter que la femme demeure largement sous-représentée. Les violences à l'égard prospèrent souvent en raison de l'absence de lois adéquates, des obstacles à l'accès des victimes à la justice et de l'inaction des pouvoirs publics qui tolèrent leur banalisation. L'absence de punition des auteurs de violences contribue à créer une culture d'impunité qui favorise la répétition des crimes. Cependant, la femme n'est pas seulement que victime, elle est aussi les principales actrices de leur propre épanouissement. La contribution des femmes à la Renaissance africaine. La femme africaine ou les femmes africaines sont très engagées sur tous les plans, sauf en politique. Elles sont avant tout des piliers de nos sociétés, que ce soit dans les milieux ruraux ou urbains. Elles se battent au quotidien pour assurer la survie des familles et celle de nos sociétés. Elles jouent un rôle primordial et prépondérant dans le développement de nos sociétés africaines. La femme africaine est la première ressource et assure par des naissances le renouvellement de cette richesse. Sans elle, ce continent serait vide de ses habitants après la déportation des millions d'Africaines et d'Africains. La femme africaine assure et continue d'assurer le premier rang qu'occupe l'Afrique dans le monde entier par sa population jeune. Les fonctions effectives de la femme sont tellement nombreuses. La femme, elle est d'abord à la base une fille, elle est une sœur, elle est une épouse, elle est une mère, elle est une éducatrice, elle est ménagère, elle est gestionnaire, elle est conseillère, etc., sans pouvoir faire une formation en la matière. La femme africaine est aussi créative, innovante, inventive et surtout entreprenante. Comme le disait le président de la République, donner quelque chose, donner de l'igname et les feuilles à une femme, elle va vous faire un plat. Elle va vous faire des plats pour toute la famille. Je me souviens encore quand nos mères, il y avait un peu de sauce, elle essaie de baptiser la sauce, comme on le dit. Elle essaie d'en faire beaucoup pour que tout le monde ait à manger. C'est génial. Imaginons un peu, un seul instant, un ménage sans la femme. Qu'adviendra-t-il? Quand bien même relayée au second plan dans la gestion de la chose publique, confinée aux tâches domestiques et aux travaux champêtres, participant à l'économie par des petits commerces non structurés, dépourvue des droits civils et civiques, la femme africaine prospère et assume son rôle. Au fil du temps,
Nous assistons à une accélération de la montée des femmes africaines sur les plans social, économique, culturel et surtout politique. Elles se regroupent en associations, elles organisent des rencontres et ces rencontres restent des lieux de prise de conscience de la réalisation de leur capacité à exploser leur potentiel, rompant ainsi avec le rôle jadis imposé par les considérations d'ordre culturel, religieux et social. Certaines femmes africaines excellent dans la gestion des questions d'autrefois réservées aux hommes. Elles sont de plus en plus présentes dans les assemblées, notamment au Parlement et même à la tête des municipalités en tant que maire de commune. Cette situation est un résultat de l'expression de leurs droits politiques gagnés des luttes de la société civile féministe. En Afrique, elles exercent des fonctions d'État et occupent des postes réservés jadis aux hommes dans les institutions. Vu ce qui précède, nous pouvons dire que la femme africaine contribue largement et de façon effective à la renaissance de son continent. Nous observons ces derniers moments l'envahissement des produits chinois et d'autres produits de mauvaise qualité sur nos marchés. Cet envahissement est une menace à l'existence de certaines activités telles que la couture, la coiffure, essentiellement réservée aux femmes. Nous devons combattre vraiment ce fléau. En conclusion, je peux dire que de la petite fille, en passant par la jeune fille pour arriver à la maturité, la femme acquiert tout au long du processus de socialisation des valeurs qui font d'elle, qui la forgent, qui l'impactent, qui font d'elle un produit fini. Alors, il est impératif que nos décideurs définissent les cadres dans lesquels elles vont évoluer et mettre des structures adéquates en place pour suivre et accompagner ces dernières. Les tests déclaratifs et universels de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, repris par les constitutions des pays africains, doivent trouver leur mise en application afin que cette égalité se traduise dans les faits pour que la participation à l'exercice du pouvoir par les femmes soit réelle et effective. Par leur sensibilité, en tant que garantes et socles de nos sociétés, les femmes africaines sont les premières concernées et les premières victimes des décisions politiques. Alors, ne serait-il pas souhaitable qu'elles s'engagent de plus sur le plan politique pour qu'elles changent la destinée de nos pays pour une société plus équitable? Car, comme le dit-on, ce que femme veut, Dieu le veut. Pour terminer, je tiens à rendre hommage à nos mères, à nos tantes, à nos grands-mères, à nos sœurs et à nos filles pour leur précieuse œuvre quotidienne qui donne du sens à chacune de nos vies et participe au réveil de l'humanité et à la renaissance africaine. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Son Excellence Emmanuela Péchou. Merci pour toutes ces actions positives de la femme et la considération que cela doit nous imposer à nous les hommes. Nous devons briser cette barrière, ce machisme des hommes pour laisser le bon côté et le côté carriériste des femmes, le côté technique, tout simplement, de savoir faire des femmes. Je vais passer la parole à une autre femme
notre ministre de l'Environnement, Madame Sylvie Dessous, pour nous parler du leadership féminin et les apports des femmes à l'équilibre de l'écosystème environnemental. Sylvie Dessous. Oui, bonsoir et merci, chers collègues Désiré. Merci. Parole est à vous. Merci. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, chers patriotes, chers amis de par le monde, bonsoir. Alors, cette soirée qui est dédiée à la Journée internationale des droits des femmes, il est pertinent d'aborder la question du leadership au féminin et l'apport des femmes à l'équilibre environnemental. Donc, le leadership aujourd'hui, c'est un thème qui a le vent en poupe. On en parle de partout. Et donc, pour faire simple, le leadership, c'est la vision, ça a plein de valeurs, la vision, le courage, l'empathie, l'audace, le sens du devoir, agir pour le bien ou dans l'intérêt du plus grand nombre. Donc, le leadership féminin, c'est illustré dans beaucoup de domaines. Par exemple, j'ai le nom Hélène Suzman, femme politique sud-africaine. Elle est symbole de la lutte des Blancs progressistes contre l'apartheid en 1978. J'ai Garcia Simbine Machel, militante mozambicaine des droits de l'homme et de l'enfant. Bon, j'en profite pour citer notre aînée, Madame Adjamabo Johnson. On peut citer aussi Saleh Work Zoued, président de la République fédérale de l'Éthiopie. J'ai Josefa Leonela Correia Sacco. C'est une Angolaise, agronome, élue nouvelle commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture à l'Union africaine. Donc, les femmes sont là, le leadership au féminin est bien représenté. Donc, outre ces domaines, le leadership au féminin s'est développé aussi en matière environnementale. En effet, il a été prouvé que les femmes sont plus sensibles aux questions de l'environnement. À titre d'exemple, rien que pour le Togo, dans l'étude du réseau international francophone pour l'égalité des hommes et des femmes dans le développement, il a été prouvé que 60% des femmes, des actifs agricoles sont des femmes. Il y a d'autres études aussi qui nous disent qu'en général, les femmes sont spontanément associées aux questions de l'environnement et de la santé par les rôles sociaux qu'elles exercent. En plus de donner la vie, ce sont elles qui sont également responsables de l'alimentation. En termes physiologiques, c'est-à-dire les résidus de polluants dans le lait maternel, le dérèglement du système hormonal et reproductif, elles sont plus sensibles aux impacts environnementaux. Également, à travers leur rôle d'aidantes et de soignantes, comme l'expliquait notre président, elles sont partout, les femmes. Donc, Donc, elles ont un rôle important à jouer dans la préservation de l'environnement et des ressources naturelles et dans la promotion du développement durable. Donc, je vais citer un exemple qui m'a vraiment touchée parce que cette femme, à elle seule, elle symbolise le leadership au féminin qui milite pour l'environnement. C'est une Kenyane qui s'appelle Madame Wagari
Elle est biologiste, professeure d'anatomie vétérinaire, militante politique et écologique. En 1960, elle a obtenu une bourse Kennedy pour étudier en Amérique et a obtenu un master en biologie à l'Université de Pittsburgh. Elle est devenue la première femme d'Afrique de l'Est à obtenir un doctorat. De retour au Kenya en 1966, Wangari Maathai a été choquée par la dégradation des forêts et des terres agricoles causée par la déforestation. Les fortes pluies avaient emporté une grande partie de la couche arable, le limon encombrait les rivières et le sol privé d'engrais et de ses éléments nutritifs. Wangari a décidé de résoudre le problème en plantant des arbres. Dans sa stratégie, elle a introduit auprès du Conseil national des femmes du Kenya l'idée de planter des arbres par l'intermédiaire de citoyens forestiers en 1976. Donc, son action a eu un impact sur la vie des femmes de son pays. Et cette action, elle a donné le nom de ceinture verte. Aujourd'hui, c'est un modèle qui est conseillé de par le monde. Par ses actions et par son encouragement, elles ont planté environ 20 millions d'arbres dans leurs fermes, leurs écoles, leurs églises au Kenya et dans l'Afrique de l'Est. Donc, elle a constaté que l'augmentation de la déforestation n'a pas seulement signifié une désertification croissante. Elle a également obligé les femmes, c'est-à-dire l'augmentation de la déforestation, a obligé les femmes à se déplacer de plus en plus loin pour ramasser le bois du chauffage. De ce fait, les femmes passent moins de temps à la maison à s'occuper des récoltes et à s'occuper de leurs enfants. Les plantations d'arbres, véritables ceintures vertes autour des villes et des villages, ont donc pour but de répondre à ce problème quotidien des femmes kenyanes. Donc, pour moi, c'est un exemple de leadership qui a œuvré pour les problèmes de l'environnement. J'ai eu envie de faire connaître et de partager cette expérience parce que cela symbolise le leadership au féminin dans la gestion des ressources naturelles. Il est pertinent de s'inspirer de ces actions pour le Togo afin de lier lutte, protection de l'environnement et implication de la femme. Bien sûr, ces opérations ne peuvent appliquer telles quelles. On ne peut pas faire telles quelles, il faut l'adapter. Toutefois, ce sont des idées, des concepts dont la politique environnementale du Togo peut bénéficier. Pour conclure, les États en général et le Togo en particulier ne doivent pas négliger les innovations pensées par les femmes. Effectivement, dans un monde pensé par les hommes et créé pour les hommes, le vécu, les difficultés et les adversités des femmes leur permettent de développer des créations, des innovations grâce auxquelles chacun en ressort grandi. Afin de favoriser ces actions, il importe donc de leur permettre d'avoir facilement accès à l'information et à l'éducation, notamment dans les domaines des sciences, de la technologie et de l'économie. Afin de mener à bien la gestion de l'environnement, la conviction que nous avons tous un rôle à jouer est nécessaire. Nous avons tous en nous une créativité et les ressources pour agir, notamment au travers d'une activité collective et collaborative. En écrivant ces lignes,
je suis pleine d'espoir et d'enthousiasme. Je lance un appel à toutes les femmes et à tous les patriotes que nous sommes à l'écoute. Si vous avez des projets, n'hésitez pas, prenez contact, nous pourrons en parler ensemble. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, Son Excellence Sylvie Dossou. Nous avons compris votre message. Nous ferons écho afin d'inviter plus de femmes parmi nous pour les luttes africaines. Il y en a beaucoup pour l'égalité des chances, pour la politique des droits de l'homme, pour l'émancipation de la femme, pour le développement africain et beaucoup d'autres. Nous avons besoin de nos sœurs. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Nous vous faisons la place. Prenez place et amenez-nous votre force, votre intelligence. Merci. J'aimerais également passer la parole à son Excellence Ben Diagba Kofi, Premier ministre et chef du gouvernement légitime du Togo. Merci, bien chers camarades. Merci, chers compatriotes, Togolaises, Togolais, chers panafricains, chers amis de tous horizons, chers braves dames. Avant toute chose, permettez-moi de remercier les compatriotes de tous horizons qui travaillent sans relâche pour que l'alternance obtenue par les urnes le 22 février 2020 au Togo puisse se matérialiser les semaines à venir. Ma très profonde gratitude à la dynamique Monseigneur Bojro, mes gratitudes au président démocratiquement élu du Togo, son Excellence, Dr. Aguiome Mensah Kodjo, et ma profonde gratitude au patriarche de la nation, son Excellence, Philippe Fanoko Bojro. Et comme vous le savez, l'Afrique dans son ensemble est aujourd'hui meurtrie, et spécialement, c'est un événement qui prend naissance en Afrique subsaharienne. Et cette région de l'Afrique, c'est-à-dire la région subsaharienne, se voit confrontée tout au long des dernières années à des convulsions politiques très déplorables avec malheureusement la désacralisation de la vie humaine. Comme exemple, au Togo, le 22 février 2020, le peuple togolais a choisi librement et voté massivement pour son Excellence Dr. Gabriel Aguiome Mensah Kodjo, qui est devenu le président démocratiquement élu du Togo pour réaliser l'alternance politique tant attendue. Malheureusement, comme vous le savez, les forces de non-amour et de la déshumanisation s'opposent à la matérialisation de l'ardent désir de toutes les filles et de tous les fils du Togo tout entier, en confisquant l'éclatante victoire du peuple togolais. Et c'est un phénomène qui s'amplifie toujours dans la région, près de chez nous. Les mêmes scénarios sont repris en Guinée, où la victoire de M. Cellou Dalein Diallo est confisquée par le pouvoir sortant, tandis qu'en Côte d'Ivoire, les pleurs des élections présidentielles ne donnent que tristesse et plongent la Côte d'Ivoire dans un déchirement national. On se demande combien donc faut-il d'élections, combien donc faut-il de consultations pour qu'enfin la démocratie ait un sens au Togo, en Côte d'Ivoire, en Guinée et en Afrique subsaharienne. Le hold-up électoral réalisé au Togo n'est un secret pour personne. Et ce contentieux électoral du 22 février 2020 au Togo est loin d'être clos
mais restez assurés que les semaines à venir seront des semaines très décisives. Nous observons aujourd'hui que certains chefs d'État insoucieux de l'avenir de leur peuple sont solidaires les uns aux autres. Les chefs d'État du Togo, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire ont donc quelque chose en commun, comme vous le savez, qui est la confiscation du pouvoir et avec des répressions sauvages et la subordination de leurs ressources économiques à certains pays étrangers. Le cas de Bolloré est récent. Et donc, très curieusement, leur mode d'opération est toujours le même avant, pendant et après les élections. Notamment, ça s'accompagne avec des violations des règles qui régissent leur constitution, leur commission électorale et leur cour constitutionnelle. Et ces violations sont appuyées par des fraudes massives et un basculement des forces gagnantes de l'opposition. La même caravane commence son chemin d'ailleurs, un chemin, je dirais, puant au Sénégal. Donc, c'est le cas de noter les réalités que nous vivons avec la victoire de son excellent docteur Agbiomi Messa Kodjo et celle en Guinée, de Cellou Dalein. Donc, qu'est-ce que nos peuples africains ont fait pour mériter tant de mépris, des éternels corrompus, des missions d'observation électorale de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'ONU, qui valident malheureusement ces genres de forfaitures sans soucier. Il est donc clair que les fossoyeurs de la démocratie et de l'alternance en Afrique francophone surtout ne sont rien donc que des proches de l'Élysée et des ramifications dont vous connaissez Casa, qui maintiennent contre vents et marées des chefs d'État illégitimes et des renégats à la tête de nos pays afin de perpétuer la domination politique, économique et culturelle de l'Afrique. Je ne serai pas long. Donc, mon gouvernement aujourd'hui, fort de sa légitimité, tient à rappeler que la vérité des urnes est sacrée sous tous les cieux et est toujours établie par les organisations en charge des élections et non les candidats en lice. Au Togo, ni les armes, ni les violations massives des droits de l'homme, encore moins quelques propagandes internationales ou complicité politique ne sauraient venir à bout de la détermination résolue de notre peuple qui aspire ardemment à la fin du régime au long cours et la mauvaise gouvernance. C'est pourquoi à ce moment décisif et très particulier de notre lutte collective et plurielle de libération nationale, nous en appelons à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation afin que nous puissions mettre fin à l'imposture sur la terre de nos aïeux. Ici et maintenant, et plus que jamais, l'homme doit être au cœur de l'action politique et la femme, l'épine dorsale de toute action politique, économique et sociale. Je tiens à remercier toutes les filles et fils d'Afrique épris de paix à se lever comme un seul homme et réclamer sa liberté. Je veux ici rassurer toutes les filles et tous les fils du Togo, tout entier, quant à notre engagement résolu à libérer le Togo des forces du non-amour et la déshumanisation. C'est ici d'ailleurs le lieu pour moi de saluer le travail acharné qu'abatte le président démocratiquement élu du Togo, son excellent Gabriel Agbiomi Messa Kodjo, et le patriarche de la nation, Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, en vue de la libération nationale. Au-delà du Togo, nous travaillons résolument pour matérialiser les synergies dynamiques actuelles avec la Guinée et la Côte d'Ivoire sous forme d'un triumvirat de l'alternance politique en Afrique subsaharienne
à même d'ouvrir le chemin de l'espérance au peuple d'Afrique. Je remercie vivement le travail acharné qu'a Monsieur le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Dr. Athiou Kossi, dans le processus d'engagement et de la formation de ce triumvirat en cours. Le Togo aujourd'hui est debout et ensemble, cœur à cœur, achevons dans l'amour et la paix notre lutte, notre si longue lutte de libération nationale. Le rôle des femmes dans l'économie d'une nation est louable. Et derrière tout grand homme se trouve une grande dame. Heureuse semaine, heureuse journée, heureuse semaine à nos chères mamans, sœurs, dames, petites sœurs, cousines. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. C'est un grand plaisir pour moi de vous voir ici ce soir. Ayant été éduqué par une mère, je n'avais jamais senti ce manque paternel. Mon papa est décédé quand j'avais 5 mois et demi, donc je ne le connais pas. Au même moment, je n'avais jamais senti le besoin d'un père. C'est pour vous dire jusqu'où ma maman s'est battue corps et âme pour nous donner l'éducation nécessaire. Et donc, je vous remercie infiniment, chères dames, chères demoiselles, chères sœurs, chères cousines. Derrière tout grands hommes se trouvent de grandes dames. Dieu bénisse le Togo, l'Afrique et l'humanité tout entière. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence Ben Djaba. Sans plus tarder, nous allons passer aux échanges. Le micro est ouvert pour les participants. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est le lieu de lever la main et je vous donnerai le micro pour un échange fructueux. J'aimerais passer plus la parole aux femmes. Il y en a beaucoup dans l'Assemblée. N'hésitez pas